Bonjour, je suis Cynthia Feltre du blog Femmes Indépendantes et aujourd'hui j'ai la joie et l'honneur d'interviewer Michael Ferrari. Bonjour Michael, comment ça va? Bonjour, ça va très bien. Donc Michael est un coach, il est formateur, il est également l'auteur du blog Esprit Riche. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Esprit Riche c'est un blog qui donne des conseils et des astuces pour avoir une vie plus riche. C'est bien ça Michael? C'est bien ça. Donc vous y retrouvez pas mal de conseils sur le développement personnel, sur l'efficacité au travail, comment être plus efficace au travail, et aussi comment développer ses relations. Hein. Et ses finances surtout. Et ses finances, c'est vrai que tu parles pas mal de liberté financière aussi. Oui, je vais parler d'indépendance financière, d'investissement et globalement comment augmenter ses revenus. D'accord. Alors aujourd'hui, on va parler de procrastination et d'efficacité dans le travail. Alors, c'est quoi la procrastination? C'est le fait de remettre toujours à plus tard ce qu'on a prévu ce qu'on pourrait faire maintenant. Michael, toi tu es un pro dans tout ce qui est gestion au niveau du temps et de l'efficacité au travail. Donc déjà, ma première question c'est comment reconnaître la procrastination et voilà pourquoi est-ce qu'on a tendance toujours à remettre les choses au lendemain. Mais alors sur la procrastination, il faut voir que quand on procrastine, c'est qu'on a un blocage vis-à-vis de ce qu'on a à faire, de la tâche qu'on a à faire. Alors ça peut être des tâches, on va dire personnelles, comme de ranger des documents, de ranger le garage, et ça peut être aussi des tâches professionnelles, comme de décrocher son téléphone et d'appeler un prospect, ou de publier un article, ou de publier quelque chose. Donc quand on procrastine, c'est qu'on a un danger imaginaire que l'on associe parfois inconsciemment à la tâche. C'est-à-dire qu'on imagine que si on l'a fait, on va se mettre en danger, on va perdre quelque chose. C'est vraiment un élément de base dont il faut avoir conscience, il faut arriver à identifier ce qui nous fait peur dans ce qu'on a à faire. Parfois, c'est simplement que la tâche est ennuyeuse, mais ce qui nous fait peur, c'est de nous ennuyer et de rater des opportunités de s'amuser en faisant autre chose à la place. C'est aussi ça, c'est que quand on reporte, on peut faire autre chose à la place. Donc si on reporte un truc qui nous ennuie, eh bien on va pouvoir faire à la place quelque chose qui peut-être nous amuse un peu plus. Oui, c'est vrai que j'avais pas pensé à ces informations que tu me donnes. C'est vrai que moi je suis vraiment une pro de la procrastination et moi quand je repousse les choses, j'ai tendance à me dire c'est bon, je suis large, j'ai le temps, finalement c'est pas très urgent quoi. Et peut-être que aussi mesurer l'urgence, le degré d'urgence, ça peut nous aider peut-être à éviter de procrastiner. Oui, alors dans la procrastination, il faut faire attention à ce qu'on appelle procrastination. J'ai terminé l'écriture d'un livre sur la procrastination qui sera à la rentrée. Et j'ai vraiment fait la différence entre ce que l'on reporte, parce qu'on reporte tous des choses qu'on a à faire, il y a ce que l'on reporte et ce que l'on reporte et qui nous porte préjudice. Et c'est vraiment ça que moi j'appelle procrastination, c'est-à-dire quand on remet au lendemain quelque chose et en le faisant, eh bien, on est pénalisé. Soit financièrement, soit parce qu'on rate une opportunité, soit parce que moralement on se sent plus mal. Mais il faut vraiment qu'il y ait un côté préjudice, sans quoi c'est pas vraiment de la procrastination, c'est du report, certes, mais c'est pas forcément très grave de reporter s'il n'y a pas de conséquences négatives. Et justement, ma deuxième question serait, est-ce que tu aurais des conseils aux lectrices de femmes indépendantes pour justement lutter contre la procrastination? Alors oui, pour lutter contre la procrastination, il y a plein de techniques et d'astuces possibles. Une des premières techniques, c'est d'identifier l'intérêt que l'on a à passer à l'action. Alors évidemment, donc, quel est l'avantage que j'ai à passer à l'action? De regarder aussi quel est l'inconvénient que j'ai à passer à l'action, parce que passer à l'action a des inconvénients, c'est souvent sur ça que l'on s'arrête, c'est à cause de ça qu'on procrastine. Et c'est de faire le bilan équilibré, c'est-à-dire de regarder de l'autre côté quel est l'avantage que j'ai à procrastiner, parce qu'il y a des bénéfices à procrastiner, et quel est l'inconvénient que j'ai à procrastiner. Donc tu vois, c'est de faire un bilan sur 4 axes, avec d'un côté donc avantage inconvénient d'agir, avantage inconvénient de procrastiner. Donc il y a quand même des choses positives sur la procrastination. Il y a des choses qu'on peut se dire, si je procrastine trop, voilà ce qui peut m'arriver, je peux avoir des choses négatives, mais on peut aussi avoir des choses positives. Bah oui, quand tu
procrastines, par exemple, le fait d'appeler un prospect, finalement, l'avantage que tu as à le faire, c'est que tu ne te mets pas en zone d'inconfort. Tu ne vas pas te retrouver, par exemple, ça c'est une personne qui t'envoie balader le téléphone, tu vas pas, tu vas pas te mettre mal à l'aise, donc c'est un avantage. D'accord. Donc c'est vrai que on a tendance à éviter ce qui nous paraît inconfortable. Ce qui nous paraît inconfortable, ce qui nous paraît dangereux, tout ce qui va vous paraître comme un danger, vous allez avoir tendance naturellement à l'emporter. Donc le conseil clé, c'est vraiment de faire ce bilan équilibré, parce que parfois on veut faire des choses alors qu'on sait pertinemment que objectivement il n'y a pas de raison de le faire. Et parfois ce sont des tâches que d'autres personnes nous ont confiées ou nous ont conseillé de faire. Et en fait, quand on y réfléchit, qu'on fait le bilan, on se rend compte que finalement, on n'a pas envie de le faire. Ouais, ça ne nous convient pas. Ça ne nous convient pas. Donc ça nous permet aussi de se libérer de ça, quoi, de se dire, bon, on m'a conseillé de faire ça, moi ça ne me convient pas, je viens de faire le bilan, c'est objectif, ça ne me convient pas. Donc ça ne sert à rien que je m'embête et que je me porte le sujet en disant que je procrastine et que je me fouette à cause de ça. Donc il y a vraiment ça. Et après, derrière, il y a changer tout le discours que l'on a autour de la procrastination. Donc c'est arrêter de la combattre. Ça paraît paradoxal. Ah oui, c'est vrai. Donc arrêter de combattre la procrastination, ce sera un de tes conseils. Oui, arrêter de la combattre. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est des tests qui ont été menés par des chercheurs en comportement humain. Ils se sont rendus compte que quand on se parle de manière négative, on s'autorise à faire des choses positives et inversement. Donc si je me dis que c'est mal que je procrastine, ça veut dire que ce que je fais par ailleurs c'est bien. D'accord. Donc j'ai pas envie de faire quelque chose qui est mal. Donc il y a vraiment ne plus être en lutte, vraiment en lutte, parce que parfois c'est une lutte avec soi-même. Donc c'est vraiment de plus lutter avec ça, c'est de se dire voilà, ça fait partie du jeu. Je suis presque en paix avec ça. Ah oui, parce que moi je culpabilise beaucoup en fait. Quand je remets les choses au lendemain et finalement je ne les ai pas faites, c'est vrai que j'ai un sentiment de culpabilité et du coup ça crée un sentiment d'échec en moi. Alors, pourquoi ça te sert ce sentiment? À me sentir encore plus mal en fait. Et du coup, des fois je retarde, je me dis que j'aurais dû le faire et du coup je me sens encore plus mal. Oui, ce sentiment, il te fait pas avancer. Il te fait pas avancer, il te tire vers le bas, il t'apporte pas de l'énergie. Le lendemain, tu vas pas avoir plus d'énergie parce que tu te dis je me sens coupable, donc tu vois. Donc c'est pour ça qu'il faut regarder la manière dont on se parle, dont on parle de la procrastination. C'est souvent un discours intérieur et faire la paix avec tout ça. D'accord. Donc toi, quand on remet les choses au lendemain, si ce n'est pas des choses vraiment urgentes et qui nous pénalisent, ton conseil sera un peu de lâcher prise et de ne pas se parler négativement et de ne pas s'auto-censurer et pouvoir continuer à avancer. Oui, et après bon, il y a plein de démarches possibles pour passer à l'action, parce que le but, ça c'est le travail un petit peu intérieur sur soi, mais après il y a la partie de l'action dans le quotidien. Une des manières, c'est aussi de prendre ça comme un jeu. Ça, c'est vraiment dédramatiser la situation, parce que parfois on en fait tout un plat, c'est vraiment dédramatiser et se dire, bon, j'ai ma liste de choses que je reporte, le jeu c'est d'arriver à en faire une aujourd'hui. Et c'est petit à petit de se remettre en action et de faire un pas, donc pas le plus petit possible. Et c'est d'avancer de manière vraiment très simple. Alors ça, je pense que c'est pas mal comme conseil pour des auto-entrepreneurs. Et par exemple, pour des gens qui sont salariés et qui ont besoin de, je sais pas, je prends un exemple, remettre un rapport à un supérieur à une date bien précise, finalement qui justement reporte l'échéance petit à petit. Du coup, si on remet trop les choses au lendemain, tôt ou tard la sanction elle va tomber. Le chef va nous tomber dessus, il va nous dire c'est pas sérieux, je t'avais demandé de faire ce dossier, tu l'as pas fait. Donc là c'est vrai que c'est différent. Est-ce que tu aurais des conseils à donner justement à des gens qui remettent toujours les choses au lendemain
mais que s'ils ne le font pas, il y aura une sanction par la suite. Oui, alors dans ce cas-là, moi j'aime bien déjà conseiller de découper ce qu'on a à faire en tâches unitaires, les plus simples possibles. Parce que tu vas rédiger un rapport, il peut y avoir un travail de recherche, il va y avoir un travail de rédaction, il va y avoir un travail de relecture, il peut y avoir des échanges avec des collègues sur certains sujets. Donc là, c'est un projet à part entière. Donc le premier conseil, c'est de découper ce que vous avez à faire en éléments unitaires. Pour savoir et pour pouvoir mesurer là où vous en êtes. Savoir si vous êtes à 25%, à 50% ou à 75%. On ne fait pas attention au chat. On fait pas attention au chat. C'est donc vraiment de découper pour pouvoir mesurer. Après, il y a vraiment l'idée de se laisser du temps. Parce que le procrastinateur, il a quelque chose de particulier, c'est qu'il a tendance à évaluer le temps de manière erronée. Donc il a tendance à croire qu'il lui reste plus de temps qu'il n'en reste en réalité. Il a tendance à croire qu'il va aller plus vite qu'il ne va aller en réalité. Donc il faut se laisser du temps, il faut généralement multiplier par 2 l'estimation qu'on a fait au départ. Si par exemple pour rédiger ce rapport, la personne se dit je pense qu'il me faut 3 jours de travail, il faut prévoir 6 jours de travail. D'accord. C'est vraiment doublé, et donc se laisser du temps. Et évidemment après c'est pas parce qu'on trouve plus qu'on va y arriver, il faut aussi agir, mais déjà on va être dans de meilleures conditions. Et quand on prend plus de temps et qu'on découpe et qu'on on peut mesurer l'avancée, on ne va pas être en panique la veille parce qu'on va se rendre compte qu'on n'a rien fait ou qu'on est très loin de l'arrivée. Au contraire, là, tu vois, au bout du deuxième jour, tu vas te rendre compte si tu es à 25%, si tu n'as rien fait. Oui, c'est sûr. Tu as une alerte déjà à ce moment-là. Parce que tu as une alerte, tu l'as à l'avance, tu l'as pas, il te reste encore 4 jours de marge de manœuvre pour arriver à terminer ce travail. Donc tu vois, c'est 2 astuces simples qu'il faut appliquer qui permettent vraiment de réduire le risque de procrastiner. D'accord. C'est vrai que découper son temps, son travail en fonction du temps, c'est vraiment un bon conseil. Parce que moi, pour ma part, qui ai tendance à remettre les choses au lendemain, des fois quand je remets les choses au lendemain, c'est parce que j'ai une vision de la tâche énorme, quoi. Pour moi c'est un travail qui est énorme. Du coup je me dis c'est tellement énorme que je suis pas assez en forme pour commencer aujourd'hui, alors peut-être que je serai plus en forme demain, ou voilà, c'est pas le bon moment, ou j'ai pas l'énergie pour le faire. Et tu as raison, comme tu le dis, si je découpe bien les tâches les unes séparément, ça me permet d'avancer petit pas par petit pas, de réaliser les tâches pour continuer par la suite et voir comment j'avance dans mon projet. Ouais, et même, tu vois, par rapport à ce que tu disais, à la motivation, moi j'aime bien me rappeler tout le temps ce que j'appelle la technique du chauffeur routier. Ah, c'est quoi cette technique? C'est simplement tu vois, nous on est dans des métiers où on manipule de l'information, on crée de l'information, on transforme. Le chauffeur routier, lui, il conduit son camion. Donc, quand il part le matin, il ne demande pas s'il est motivé, s'il a envie d'aller à sa destination, s'il n'a pas envie d'aller à sa destination, il conduit. Donc il se pose beaucoup moins de questions que lui. Et moi j'aimerais raconter ça et me dire si j'étais à sa place, qu'est-ce que je ferais? Je ferais autant que je peux, je ferais le premier petit pas, tu vois, dans mon projet, je ferais peut-être le toute première étape de mon projet. Et j'avance. Donc c'est aussi d'arrêter de réfléchir à ces états d'âme. Parce que il y a des moments qui sont propices pour se poser des questions, mais ça ne veut pas dire qu'il faut tout le temps se poser des questions. Donc tu vois, c'est vraiment un peu sortir de là, sortir un peu de son monde intérieur, de ce qui tourne en permanence et de se dire là j'ai simplement à faire. À faire, le faire, avancer petit à petit, en se fixant des petits objectifs. Et c'est vrai que quand on fait ces petits objectifs, qu'on les réalise, finalement au niveau du moral on se sent beaucoup mieux parce que on avance, même si peut-être que c'est pas aussi vite qu'on souhaite, au moins on a avancé, on a fait des choses. Et du coup ça nous encourage à continuer. Oui, tu vas créer ce qui s'appelle une spirale positive. Donc tu vas faire un premier pas et tu vas te rendre compte que c'était pas si dur que tu l'avais imaginé. Tu vas dire à un moment je peux accéder au deuxième. Et puis quand tu auras fait 3, 4 ou 5 pas, tu vas dire le projet est bien avancé. Je vois la fin du projet et je sens que c'est plutôt simple de le terminer maintenant. Et alors ça j'ai bien retenu qu'il faut lister vraiment les tâches qu'on a à faire. Mais j'ai quand même une question à te poser parce qu'il y a quand même des personnes, je pense, qui sont quand même assez organisées dans leur travail. Et
qui agissent dans l'instant présent, donc qui ne procrastinent pas, qui listent bien leurs tâches, mais finalement qui se disent voilà, j'ai toute cette liste-là à faire pour la journée, et à la fin de la journée, ce sont des personnes qui se retrouvent avec la moitié des tâches réalisées. Donc je pense que voilà, s'il faut être vraiment organisé, quel conseil tu donnerais à ces personnes justement qui ne procrastinent pas forcément, qui ont leur liste, mais finalement qui ne sont pas assez efficaces pour réaliser toute la liste pour la journée? Bon, là encore une fois, il y a plusieurs approches, plusieurs éléments à regarder. Ouais, j'aime bien déjà commencer avec l'histoire. C'est l'histoire de la petite fille qui voit son père rentrer très tard le soir avec du travail à la maison, et il rentre, il dit à peine bonjour à sa fille, il se remet à travailler. Et puis la fille demande mais pourquoi est-ce que tu rentres, tu as encore du travail? Il dit bah voilà, c'est compliqué, mon métier est compliqué, j'ai plus de travail, j'ai plus de pression. Et la petite fille lui demande mais pourquoi ils ne te mettent pas dans une classe où c'est moins difficile? Ah oui. C'est pour illustrer simplement que parfois il faut aussi accepter d'en faire moins. C'est un premier élément à regarder. Ça ne veut pas dire qu'il faut automatiquement en faire moins, mais c'est un premier élément à regarder. Parce que l'autre élément qui est lié à ça, c'est qu'on est sursollicité par de l'information, par des propositions, par des événements. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde et vu que les moyens de communication sont maintenant démultipliés, c'est très très facile de passer son temps à aller à des événements ou à regarder ce qui se passe sur Internet. Moi j'aime bien faire la blague tout le temps et dire ce soir ma mission c'est de lire tout Internet. Et tu sais, c'est des moments où tu te mets devant ton ordinateur, tu commences à lire un site et puis tu arrives sur un autre site et puis tu arrives sur un autre site. Et voilà, tu sais que ça n'a pas de fin. Donc vraiment le lien que je fais c'est pour se fixer des choses qui sont raisonnables pour soi. D'accord. Et donc c'est aussi la gestion du temps. C'est complètement la gestion du temps. Si tu veux, si tu remplis ton verre à 200%, tu vas arriver à la fin de la journée, tu vas être déçu de ta journée dans tous les cas. Tu te garantis d'être déçu à la fin de ta journée. D'accord. Donc c'est en gros estimer les tâches qu'on a à faire dans un laps de temps, voir ce qui est réalisable dans un laps de temps et tenir aussi compte de ses capacités à faire les tâches en fonction du temps qu'on a. Oui. Donc quand tu organises ta journée, le mieux c'est effectivement de planifier ce que tu as à faire, mais au moins d'identifier les grandes tâches à faire, pas forcément dans le détail, et de poser une estimation de temps en face de ces tâches. Et de jamais remplir ta journée à plus de 70% de ton travail. Ça c'est vraiment un conseil clé parce qu'il y a ce que tu prévois et il y a tout ce que tu n'as pas prévu qui va arriver quand même dans ta journée. C'est vrai, et on a plutôt tendance à justement remplir les tâches à 100% en disant ben voilà, on a 100% de temps, on veut remplir chaque partie de temps par des tâches. Et comme tu dis, c'est vrai qu'on ne prévoit pas assez les imprévus, les choses qu'on ne prévoit pas, qui nous bloquent, qui nous retardent par rapport à ce qu'on a à faire. Oui. Les imprévus, alors par définition, on ne peut pas les prévoir, mais en tout cas, on peut leur faire une place. Et garder 30% dans sa journée, c'est une manière de faire place à l'imprévu. D'accord, j'y penserai pour la prochaine fois. Et c'est une manière d'augmenter sa chance d'être satisfait à la fin de la journée. C'est quand même ça qui est important. Hein. Quand votre journée est écoulée, ce qui vous reste, c'est le sentiment que vous avez passé une bonne journée ou pas, et que vous avez atteint vos objectifs ou pas. Et donc tu vois, il y a vraiment cette question de si tu mets la barre trop haut, tu vas être déçu parce que tu ne peux pas réaliser, tu ne peux pas faire 110%, 120%, 150%, tu peux faire 100%. Je sais que parfois c'est l'expression, on dit je suis à 110%, évidemment c'est une vision de l'esprit. Donc dans ta journée, tu peux arriver à 100%, mais pour arriver à ça, prévois un petit peu moins parce qu'il va y avoir de l'imprévu et tu sais qu'il va y avoir de l'imprévu. D'accord. J'ai entendu dire que bientôt tu vas organiser une formation, je crois que ça se passe le 17 mai, c'est sur l'organisation du temps et l'efficacité au travail, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors effectivement j'organise une journée de formation en réel, en salle, et pendant cette journée l'idée c'est d'aborder complètement toutes les questions autour de l'organisation, de l'efficacité, de la gestion du temps et de la préparation. Donc c'est de voir comment on peut s'organiser pour réussir sa journée de travail, quels sont les freins que l'on rencontre, comment on peut les améliorer.
et de voir aussi, on reste vraiment dans le concret. Tu vois, par exemple, c'est comment tu dis non à des propositions, à des interruptions. C'est comment tu organises ta journée et ta semaine pour être plus efficace et pour avoir un bon niveau d'énergie. Parce que tu vois, on a parlé de temps. Et le temps s'écoule, là on est en train de parler, une seconde s'écoule à chaque fois. Ce qui va compter, c'est ton niveau d'énergie que tu as à investir dans ce temps-là. D'accord, donc dans ta formation, tu vas parler aussi de stratégie pour être efficace, mais pour également mieux gérer son énergie dans sa journée de travail. Oui, parce que pour moi, la gestion de l'énergie, c'est partie intégrante de la gestion du temps. Tu ne peux pas être efficace si tu ne gères pas ton énergie. Et après, on va aller sur des thématiques complémentaires qui sont liées à la gestion du temps, qui sont comment tu utilises tes forces, comment tu t'assures que ce que tu fais, c'est ce pourquoi tu es le meilleur. Parce que si tu n'es pas sur ton domaine d'excellence, tu vas forcément être moins efficace qu'une personne qui est dans son domaine d'excellence. D'accord, donc tu vas vraiment cibler les atouts des participants pour qu'eux puissent se focaliser sur leurs forces et pourquoi pas ce qui leur plaît le moins, le déléguer à d'autres personnes pour qu'eux se focalisent sur ce qui est le plus important pour eux. Oui, voilà, c'est voir comment ils peuvent eux mieux s'organiser, déléguer, s'entourer, voir arrêter certaines choses, voir comment évoluer vers d'autres sujets et de voir derrière ce qui fait qu'aujourd'hui ils n'ont pas encore fait. Parce que tu vois, c'est ça qui est intéressant, c'est de mettre aussi un peu de coaching dans ce que je propose. C'est de dire qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, telle personne elle n'a pas encore délégué. Qu'est-ce qui l'empêche, qu'est-ce qui la retient, pourquoi elle a peur. Donc c'est des sujets qu'on va aborder. On va aussi aborder des questions autour de comment tu structures, comment tu crées des procédures pour pouvoir déléguer facilement. D'accord. Tu vois, des techniques avancées vraiment de délégation. C'est pas simplement de dire il faut déléguer, c'est surtout comment on fait concrètement pour bien déléguer. D'accord. Alors si je comprends bien, ta formation c'est pas seulement des conseils sur la gestion du temps et l'efficacité au travail. Tu t'interroges vraiment au cas des participants, de voir vraiment ce qui leur fait peur, pourquoi ils avancent pas, et de réfléchir avec eux comment débloquer leur situation en fonction de leurs difficultés personnelles. Oui, voilà, l'idée c'est de pouvoir les accompagner sur des questions qui se posent, des questions vraiment très concrètes. Parce que sur la gestion du temps, on a tous des métiers différents, on a tous des contraintes différentes. Tu vois, dans la dernière formation, il y avait des personnes qui étaient célibataires, il y avait des personnes qui étaient en couple, il y avait des personnes qui avaient des enfants. Donc à chaque fois, ces personnes ont des contraintes différentes. Et dans tous les cas, il y a des actes d'amélioration. Ce ne sont pas forcément les mêmes. Donc l'idée, c'est de pouvoir proposer des solutions qui soient adaptées à la situation de chacun. D'accord. Ça donne envie en tout cas, je ne sais pas vous si ça vous donne envie, mais ça me donne envie de m'inscrire. Est-ce que tu auras d'autres choses à ajouter, Mickaël ? Oui, le but c'est vraiment de pouvoir gagner du temps tous les jours. Tu vois, je veux vraiment rappeler ça parce que c'est le côté très concret. Hein. Donc les participants qui sont déjà venus, ils gagnent 5 heures par semaine, 7 heures par semaine. Et c'est vraiment très concret parce qu'ils changent leur manière de faire. C'est ça le but. Et voilà, moi je trouve ça formidable de pouvoir d'avoir une personne, je pense à Nathalie dont j'ai fait l'interview en vidéo, qui me dit voilà, qu'elle est avocate en droit des sociétés, donc elle a des responsabilités assez importantes pour ses clients. Et elle me dit, je garde tous les mercredis après-midi pour ma fille. C'est posé comme ça. C'est naturel. Donc, elle n'a plus du tout de blocage. Elle a plus des soirées où elle termine à 2h du matin. Voilà, elle a tout ça parce qu'elle sait maintenant aborder différemment son travail. On revisite aussi du coup plus globalement notre relation de travail. D'accord. Donc non seulement on apprend à mieux s'organiser au niveau des tâches, d'être plus efficace, et en plus de se dégager du temps pour faire d'autres choses, donc au final d'être plus relaxé et d'avoir plus d'énergie. Exactement, c'est pour ça que je l'ai baptisé efficacité zen. Parce que le but c'est pas de devenir une machine de guerre et de faire un burn-out dans 2 ans. Ouais. Le but c'est d'être efficace et de pouvoir relâcher la pression tous les soirs, le week-end, et d'être zen à la fois. Donc c'est vraiment cet équilibre que moi je cherche et que j'essaie de transmettre. C'est vraiment important, un élément très important parce que quand on pense efficacité, on pense qu'on va devenir une sorte de machine qui va accomplir des dizaines de tâches par jour. Voilà, c'est pas du tout ça l'objectif. C'est au contraire d'être heureux et de profiter à la fois de son travail et de sa vie. Bien sûr, c'est important d'avoir du temps pour soi et pour ses proches. Je pense que tout le monde aimerait avoir du temps pour soi et pour ses proches.
Et écoute, je te remercie beaucoup pour cette interview, Michael. Et merci d'être venu. Et puis à très bientôt, j'espère. À très bientôt, merci à toi en tout cas pour cette interview. Et puis, avec grand plaisir. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur like et à la partager sur tous les réseaux sociaux. Et retrouvez-moi sur mon blog femmeindépendante.fr. Merci beaucoup. Au revoir.